pour tout le monde. Voilà. Écoutez, je pense on va démarrer. De toute Ouais, façon, j'ai prévu une courte introduction et puis après, Eddy va nous parler plus à détail du sujet. Donc bon, déjà, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur la méthodologie Scrum. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour partager ensemble notre retour d'expérience sur l'utilisation de méthodologie Scrum avec nos experts, et notamment Mehdi qui va faire cette présentation sur cette première partie. Et je dirais que ce projet de webinar vient directement de notre collaboration avec nos clients dans les différents secteurs auxquels que nous adressons, c'est-à-dire que dans l'édition de logiciels, le fintech, l'assurance, la finance et d'autres. Et nous avons pu constater que l'agilité était quand même implantée parfois assez récemment en fait chez nos clients et avec des retours d'expérience assez contrastés. Donc on voulait vous partager un peu ce bilan, cet état des lieux. Et notamment avec l'aide de Mehdi, vous parler un peu ce qu'on a identifié un peu comme des best practices, d'une manière, je dirais, très pragmatique, hein, mais on n'est pas là pour donner une formation sur la méthodologie Scrum. Et nous répondrons ensuite à vos questions que vous pouvez poser sur le chat à droite en fin de présentation de Mehdi, c'est-à-dire dans une vingtaine, 20-25 minutes. Voilà, donc les intervenants, vous avez Mehdi Chioui, qui est notre expert en agilité et qui pourra répondre à vos questions, avec l'aide de Najwa Chahir, qui est là en tant que responsable MOA et pilotage de projet. Et puis notre CTO, Mehdi, aussi, qui est là, qui pourra répondre sur des aspects peut-être plus techniques à vos questions. Voilà, écoute, Mehdi, je te passe la parole parfait. et bonne présentation. Merci Pascal. Je vais commencer le partage de la présentation. Donc bonjour tout le monde. En fait, en guise d'introduction, voilà, je voulais juste un peu qu'on se pose ensemble une question de qu'est-ce qui rendrait en fait notre échange aujourd'hui intéressant. Et bien sûr, avant cela, je voudrais vous dire si jamais quelque chose n'est pas clair ou si vous pensez que j'évoque un sujet trop rapidement, n'hésitez pas. Je pourrai toujours faire des points d'arrêt pendant la présentation et intervenir. Donc, globalement, qu'est-ce qui nous a motivés en fait aujourd'hui à faire cet échange et déclencher ce retour d'expérience par rapport au Scrum? C'est qu'on a observé chez beaucoup d'acteurs. Donc moi-même, je porte un peu le message de plusieurs acteurs dans GoInDev qui travaillent dans des projets chez différents clients. Et on a vu des choses communes qui se répètent, notamment sur les aspects routiniers. Et cette routine du Scrum, qui est un principe en fait du Scrum, mais qui devient à un moment donné, pour certains, perçu comme étant des tâches monotones qui se répètent au moins pendant 90 sprints et qui tombent souvent dans, on va dire, des divergences de comportement. Et la question, c'est comment on peut en faire une discipline de groupe, même si c'est une implication de chacun, donc c'est une implication individuelle, chacun doit faire sa partie dans le job, mais au final, est-ce qu'on est capable d'instaurer une discipline de groupe avec tout le détail que ce mot peut porter? Et donc, étant donné cette importance, la question, est-ce que on peut être sûr que notre approche Scrum est efficace? Donc, c'est une question que les organisations se posent au moins une fois toutes les 2 années pour se dire, bon, on fait du Scrum, on est en agilité, mais est-ce que c'est efficace ou pas? Et donc, en soi, les professionnels du Scrum ont travaillé sur pas mal de méthodologies pour pouvoir évaluer l'approche du Scrum et voir comment on peut fine-tuner des choses. Donc, pour structurer cet échange aujourd'hui, une des manières, on va dire, assez intéressantes qu'on a trouvées pour pouvoir maîtriser, on va dire, les aspects du Scrum, c'est de différencier entre les faits, donc les Scrum Facts, et les actes, les Scrum Acts. Donc cette présentation d'aujourd'hui, elle va se dérouler entre ces deux aspects. On est sur de la constance, donc il faut qu'on arrive à avoir l'endurance et la constance de faire en sorte que tous les sprints respectent
on va dire, ces principes de Scrum et que tous les sprints soient efficaces, chacun comme l'autre. Donc là, on est vraiment dans une approche marathonienne, même si on parle au final de sprint et de rythme accéléré et de rapidité. Donc, c'est cet équilibre-là qu'on ne peut pas trouver si on ne met pas de parallèle entre les faits du Scrum, donc les facts, qui sont des données, qui sont des analyses, donc qui sont une lecture généralement du Scrum Master qui va partager avec les membres de l'équipe de manière transparente pour pouvoir bien cerner est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas. Et les Scrum Acts, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour ajuster, qu'est-ce qu'on fait pour agir, qu'est-ce qu'on fait pour que notre méthodologie Scrum soit bénéfique pour les objectifs de l'entreprise. Et donc, entre Scrum Acts et Scrum Facts, la première des choses qu'on va discuter sur la partie les faits, donc c'est l'évaluation. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que les entreprises qui pratiquent du Scrum peuvent avoir, quelle que soit la phase de maturité du Scrum chez eux, que ce soit au départ, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore instauré une méthodologie Scrum bien précise, ou alors en maturité, jusqu'à 10 ans de pratique de Scrum, on se pose toujours une question pour se dire est-ce qu'on est bon? Alors pour ce faire, il y a un indice qui commence à devenir assez commun et assez universel. Bien sûr, il y a des ajustements à faire un peu sur les attributs, mais globalement, cet indice nous permet de bien voir comment ça se passe à l'intérieur de l'organisation. On peut même comparer plusieurs équipes comme ce que vous voyez à droite, et je vais vous expliquer un peu le détail de l'indice. Ou alors, on peut se comparer avec des normes sectorielles qui sont désormais disponibles et d'ailleurs qu'on peut partager avec vous par secteur. On va trouver certaines normes assez élevées chez certains secteurs, comme des boîtes de conseil par exemple, et un peu moins élevées chez d'autres qui sont moins dans la rigueur du Scrum, même s'ils adoptent un peu l'agilité depuis plusieurs années. Donc ces items de Scrum, ils sont bien précis et normalement, si on les évalue et si le Scrum Master fait le travail d'observation bien précis pendant deux sprints, tout en analysant les tickets, tout en partant dans le détail de chacun de ces attributs-là, on sort avec un score. Ce n'est pas forcément un point qu'il faut prendre de manière très sacrée. C'est pas une mesure, on va dire mathématique, mais c'est un indicateur, c'est un indice qui va nous permettre de comparer entre plusieurs équipes et comme ce que j'ai dit, à travers un benchmark sectoriel. Alors, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on va analyser? On va analyser l'implication de l'équipe dans la méthodologie. On va évaluer on va dire les composants globaux du Scrum, donc la backlog, les estimations. Est-ce qu'on fait des incréments durant les sprints? Est-ce que c'est une équipe qui va, par exemple, à chaque fois se rappeler qu'il manquait quelque chose et qui va l'introduire? Donc, tous ces détails qui vont un peu nous dire est-ce que c'est une entreprise qui est adhérente? Est-ce que ce sont des équipes qui sont adhérentes ou pas à la méthodologie du Scrum? Donc, bien sûr, on pourra partager avec vous la grille plus tard, mais ce sont ces attributs qui vont nous permettre de faire ce comparatif. À droite, ce que vous voyez, c'est qu'à l'intérieur de la même organisation, et ça c'est un cas réel qu'on a vécu avec un partenaire, donc là, on a deux équipes au sein de la même organisation, mais qui n'ont pas le même niveau d'adhérence par rapport au Scrum. Et ma foi, quand on analyse un peu l'efficacité de ces équipes et la vélocité en tout cas, qui est juste on va en parler plus tard, qui est juste un indicateur, c'est pas un objectif en soi, on voit qu'il y a une différence très claire et qui est causée principalement par ces gaps qu'on va essayer de clore. Donc là, on est dans l'analyse. On verra plus tard comment peut-on rapprocher, on va dire, les indicateurs de l'équipe qui est en orange à l'équipe bleue. Donc il ne suffit pas d'analyser et de comprendre, mais derrière, il y a de l'action qui viendra pour pouvoir, au final, être sur des indicateurs similaires. Je passerai à un deuxième sujet, dans toujours les facts, donc les faits, les analyses très importantes qu'on ne peut pas rater en tant que Scrum Master et qu'on est obligé d'avoir, ne serait-ce qu'une de manière trimestrielle pour savoir où est-ce qu'on en est. Eh bien, il y a la vélocité que vous connaissez tous, qui est classique. Il y a le burn down qu'on va paramétrer dans n'importe quel outil de gestion de projet pour pouvoir un peu suivre la chose. Mais il y a plus important que ça, et qui est le cycle time. Alors, ce cycle time, pour moi, c'est l'un des indicateurs qui ont le plus aidé certaines équipes à avancer dans leur on va dire, projet. C'est de pouvoir isoler
tous les tickets. Donc, ce que vous voyez ici, par exemple, en rouge, ce sont des tickets qui vont prendre plus de temps que la moyenne des tickets. Là, on est sur une moyenne, par exemple, de 10 jours pour compléter un ticket. Alors, pour les personnes qui se poseraient la question, comment on peut calculer ça? En fait, c'est très simple. C'est la différence entre le jour où l'item passe à actif au jour où l'item passe au statut qu'on décide. Ça peut être closed, ça peut être selon la definition of done de votre organisation. Donc, dès qu'on va prendre des tickets qui vont sortir du lot, donc ce sont des valeurs extrêmes, on va aller faire des zooms et on va se poser plein de questions. Et ce sont ces questions-là qui vont nous permettre de savoir et mettre le doigt sur là où ça va mal. C'est-à-dire que ça peut être, quand on va analyser des tickets de manière assez qualitative, soit on verra que c'était des specs pas clairs, soit on verra que c'était des critères d'acceptation manquantes, soit on verra que c'était, bon, ça peut arriver, une personne qui a traîné dans son travail et on posera des questions. Est-ce que c'est des compétences qui manquent? Est-ce que donc et c'est en faisant ces analyses de gap des tickets extrêmes et il faut pas rater ça. Ce que je disais au début, c'est de manière assez fréquente. C'est là où on pourra avancer parce qu'on va toujours apprendre des leçons très intéressantes des tickets qui sortent du lot. Pareil, si on a des tickets qui sont trop vers le bas, c'est-à-dire qui consomment moins de temps que d'autres, on peut aller apprendre des best practices qui ont été générés dans ces tickets-là. Et là, on est vraiment dans le cycle time réel. Donc, on n'est pas dans une erreur d'estimation ou de grooming mal fait. On est vraiment dans des cycles réels qu'on va analyser de manière assez précise. Voilà, donc ça, c'était le deuxième point des facts, donc les Scrum Facts, comment bien analyser, comment ne pas tomber, on va dire, dans des chiffres et dans la redondance des sprints sans voir des choses très importantes. Et donc, si le Scrum est interpellé par un élément à ce niveau-là, c'est l'action qui viendra derrière, comme ce que j'ai dit sur le point d'avant, pour pouvoir améliorer, on va dire, les tickets qui sortent du lot. Et troisième sujet, et celui-là, il est très très important, qui intervient, on va dire, on va dire, dans de l'analyse silencieuse. Donc là, c'est le Scrum Master qui, encore une fois, ne devrait pas forcément avoir des interactions quotidiennes très fréquentes avec les équipes, mais derrière, il y a beaucoup de travail d'analyse qui doit se faire et de manière continue. Alors, cet indice, il est très important. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs équipes et organisations qui vont tomber dans la question de la vélocité brute. Donc on va dire, ouais, on a fait 15 US, on a fait 150 story points ce sprint, on est très content, l'équipe fait des story points, etc. Derrière, il y a une autre grande question qui se pose, est-ce que le produit avance? Est-ce que le logiciel avance? Est-ce que le client utilisateur du logiciel, en termes de satisfaction, il est content? Est-ce que la rentabilité du projet est bonne? Est-ce que l'actionnaire est content de la rentabilité du projet? Pourquoi? Parce que on peut très bien trop faire sans que le logiciel avance. C'est pour cela qu'en tant que Scrum Master, bien sûr avec l'aide du PO et des tech leads, on va toujours suivre quelque chose qu'on appelle la vélocité nette. Alors, c'est quoi cette vélocité nette? C'est un assessment qu'on fait à chaque fin de 3 sprints, voire 4 sprints, parce qu'on aura le temps de découvrir tout ce que vous voyez en couleur non bleu. En bleu, nous avons la vélocité brute du sprint, mais derrière viendra en vert, là, par exemple, vous voyez 10 points. Donc, c'est des US qui ont été abandonnés. Ces US qui ont été abandonnés, ils nous ont consommé un temps de grooming, ils nous ont consommé un temps d'analyse, ils nous ont consommé aussi peut-être un temps de dev. Et donc, on les a comptés. Dans certains cas, on les compte dans notre vélocité. Alors, quand ces US ont été abandonnés, si ça c'est du 2 points ou 3 points qui arrive un sprint sur 4, c'est pas grave. Mais si c'est quelque chose qui va être répétitif, je ne sais pas si vous pouvez couper. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert pour que ça ne dérange pas les autres participants. Donc, je disais que pour la partie aborted, donc si ce sont des choses qui vont être annulées, ignorées, aborted pendant 3 à 4 sprints d'affilée, là, on a un problème parce que ce n'est plus de la vélocité réelle, c'est du travail qui ne sert à rien. Et donc, il faut l'isoler. Et pour l'isoler, on doit toujours calculer cette vélocité nette. Il y a un autre phénomène que nous avons remarqué, que plusieurs de mes collègues ont aussi remonté de leurs organisations, c'est les doublons. Alors, ces doublons, soit on n'est pas assez synchro entre PO quand il s'agit de multi-équipes
dans une organisation, soit qu'au sein même de l'équipe, on peut se retrouver avec des parties du travail lors du découpage qui génèrent du doublon. Et ça, on le vit chaque sprint. Il n'y a pas une organisation où on ne voit pas des doublons. Alors quand ces doublons dépassent des normes, ça impacte cette vélocité qu'on a jugée au début comme étant très positive. Et donc notre vélocité nette, elle est en train de perdre. Il y a les régressions qu'on n'a pas vues. Donc ça, parce que ça va générer aussi du travail supplémentaire, et donc c'est de la vélocité en moins. Et il y a cet aspect que toutes les organisations connaissent, c'est les surgrooming, c'est-à-dire que je vais communiquer sur 150 points de vélocité, mais à vrai dire, il y a eu, dans ces 150 tickets, il y a un ticket, par exemple, de 14 points qui a été surgroomé. Il y a un développeur qui a dit, par mesure de sécurité, par prudence, et c'est vrai que dans certaines organisations, on a tendance à vouloir être prudent, mais derrière, ce sont des coûts, c'est de l'argent, et aussi, c'est des KPI qu'on n'a pas très bien lus. C'est pour cela qu'il y a ce sujet de vélocité nette. Je vais m'arrêter sur ça par rapport à ce point de vélocité. Donc, qu'il faut nuancer. Et ça sera le dernier point dans les faits. Donc, je voulais, pour vous parler des Scrum Facts, vous évoquer ces trois sujets. Donc, qu'on a vu. Donc, le premier qui est l'évaluation de l'adhérence. Est-ce qu'on est adhérent? Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire une fois par an. Et quand on voit qu'il y a des choses qui vont pas bien dans notre projet, qu'on n'évolue pas dans le sens qu'on veut, peut-être qu'on peut le faire de manière semestrielle et surtout comparer nos équipes et essayer de chercher du benchmark parce qu'on peut toujours se raconter des histoires en se disant, ouais, les choses se passent parfaitement bien, mais derrière, ça se trouve que les choses sont différentes. Le deuxième sujet, c'est de chercher les valeurs extrêmes qui vont réduire notre efficacité collective. Et ce sont ces points douloureux qu'on va aller corriger à travers des actions. Et le troisième, c'est nuancer notre vélocité à travers tout le travail qui est réellement, pour ne pas se raconter d'histoire, encore une fois, qu'on devrait nuancer. Donc, maintenant qu'on a bouclé la partie les facts, quand on a ces faits, qu'est-ce qu'on en fait? Et quels sont les éléments qu'on pourrait faire en tant qu'équipe, en tant que Scrum Master, en tant que PO, en tant qu'équipe de développement, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour pouvoir couvrir ces actions-là? Alors, la première des choses, quand on analyse ces trois aspects qu'on a vus, voire même d'autres facts, c'est de contextualiser. Ça veut dire quoi contextualiser? Là, on a besoin de fixer les basiques aux développeurs. J'ai connu ça dans certaines équipes, sans être Scrum Master, avec d'autres rôles, où j'ai vu par exemple des développeurs qui se plaignent de certaines choses qui ne sont pas faites. Ils se plaignent par exemple de critères d'acceptation qui manquent. Ils se plaignent par exemple du fait que durant le daily, ils n'avaient pas un board qu'ils regardaient pour pouvoir exprimer mieux leur travail. Et donc, ce sont des questions à poser aux développeurs souvent avec une grille, avec des réponses, on va dire, inconnues, pour leur permettre de répondre, et c'est pas dans le cadre d'une rétro, et pour pouvoir poser un ensemble de questions du contexte. Donc, il faut vraiment faire des questionnaires qui respectent le contexte de l'entreprise. Par exemple, je me suis retrouvé à faire le travail double ou inutile car je n'ai pas été informé par le PO. Et généralement, quand on est en rétro, bon, on peut, avec la transparence, etc., sortir ces éléments, mais derrière, si on veut bien comprendre les indicateurs qu'on a vus tout à l'heure, il faut les contextualiser et chaque élément qu'on voit ici donne lieu à une action. Comment? Il donne lieu à une action parce que dans l'action du Scrum Master, il y a quatre règles que nous, on a partagées en interne chez GoIndev comme étant les best practices. Donc, en échangeant avec les PO, avec les différents Scrum Masters, il y a quatre best practices qu'on ne peut pas rater pour les actions. Le premier, c'est de ne jamais parler de vélocité comme un objectif. C'est-à-dire que si on se met avec les développeurs à communiquer de la vélocité en tant qu'objectif, on va pas pouvoir nuancer et aller dans le vrai avancement du projet. Deuxième sujet, c'est la sincérité et transparence, dans le sens où, généralement, on a tendance à ne pas vouloir trop heurter un développeur qui n'a pas fait le job pendant un sprint ou pendant 3 sprints consécutifs. Mais en fait, à vouloir ne pas mettre ça sur la table pendant une rétro et pour garder une atmosphère plutôt positive, en fait, ce sont deux autres développeurs ou trois qui vont se dire, mais pourquoi lui, on le voit ne pas faire et ne pas faire et ne pas faire, et finalement, il n'y a aucun problème pour lui, donc on va faire pareil. Donc cette transparence par rapport à la lecture des KPI, c'est parmi les actions gagnantes du Scrum Master qu'il ne faut pas rater.
Le Scrum Toolkit, je vais vous présenter ça tout à l'heure. En fait, il n'y a pas un guide Scrum universel. Donc, personne ne peut nous dire aujourd'hui que quelle que soit l'entreprise, quel que soit son contexte, quel que soit le logiciel, sa maturité, le nombre de versions qu'il a, on peut prendre un Scrum Guide universel et dire voilà, c'est celui-là qu'il faut suivre. En fait, le Scrum Toolkit, c'est un travail qui doit être fait par le Scrum Master, qui doit être personnalisé avec des préparations et c'est ce Scrum Toolkit qui va être établi par l'ensemble des membres de l'équipe et je vais vous montrer un exemple dans quelques slides. Et enfin, une Scrum Roadmap individuelle, c'est-à-dire que quand j'ai un développeur qui a des difficultés, c'est très important qu'il y ait une Scrum Roadmap pour lui, pour l'accompagner dans le temps on verra aussi un petit exemple tout de suite. Donc, une fois tout ça dit, comment agir? Donc là, par exemple, je vous ai pris un exemple d'une rétro, des équipes GoInDev chez un partenaire qui, de manière, on va dire, trimestrielle, donc une rétro sur 6, vont aller chercher une évaluation de chaque instance. On va dire, est-ce que le daily se passe bien? Est-ce que le grooming se passe bien? Est-ce que la rétro se passe bien? Là, la revue. Par exemple, là, quand on discutait de grooming, une des choses qui est sortie, en fait, les grooming ne se passent pas très bien. Pourquoi ils ne se passent pas très bien? Eh bien, parce que le PO, il vient et il va parler pendant 45 minutes du grooming et il va nous laisser 15 minutes pour groomer et ça va finir par nous laisser uniquement 15 minutes pour mettre des story points et pour réfléchir et pour groomer. Et donc, du coup, on finit par soit faire les choses trop vite, soit ne pas finir nos grooming. Là, action immédiate, le PO, tu viens, tu présentes, à 15 minutes, tu t'arrêtes. Même si tu n'as pas le temps de présenter plus qu'une seule US, eh ben, tu t'arrêtes à 15 minutes et tu laisses aux gens le temps de faire leur travail de grooming parce que sinon, ça ne sera pas une session de grooming, ça sera une session de lecture d'US. Et donc, c'est parmi les choses qu'on ne peut pas rater si on fait une rétro dédiée à l'évaluation des instances Scrum, instance par instance. Ça part par une question très basique, donner une note à notre instance entre 1 et 5. Ceux qui vont donner 1 et 2 et 3 vont nous donner des insights très intéressants sur lesquels on va construire des actions. Et comme je parlais tout à l'heure d'un toolkit, là par exemple, quand on fait cette rétro qui est là, on vient et on pose ce qu'on appelle un guide de cérémonie agile qui est totalement personnalisé pour cette équipe. On a compris des éléments de contexte, et ben on va se dire ensemble, et ça se passe dans la rétro. Alors, comment on va régler point 1? On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois ce guide établi, il est partagé avec l'ensemble des membres de l'équipe, il est fait par l'ensemble des membres de l'équipe, et ça devient un travail professionnel que personne ne peut challenger. Pourquoi? Parce que c'est une action collective. Et donc, pour finir, je finis sur, j'espère que je suis dans les temps, je finis sur ce dernier slide. Et ça, c'est un cas réel que nous avons connu chez un des partenaires. Sans faire de la vélocité une histoire objective, si on fait l'ensemble de ces pratiques, on passe à deux gains. Le premier, c'est la courbe en bleu clair. Donc ça, c'est ce qu'on avait l'habitude de planifier. Pourquoi? On avait l'habitude de prendre moins de risques. Les personnes qui sont dans l'équipe ne s'engageaient pas parce que voilà, ils avaient des difficultés, etc. Et bien derrière, dès qu'on commence à mettre en place ce Scrum Audit, de poser les faits devant les actions, on passe à une évolution de vélocité qui est impressionnante, que ce soit dans l'engagement ou alors même dans le dépassement de l'engagement. Comme vous allez le voir ici, même quand ça nous arrive dans des sprints de dépasser l'engagement, ce n'est pas une raison pour augmenter le niveau d'engagement. Il ne faut pas le faire immédiatement. On va s'attendre à 2, 3, 4 sprints jusqu'à ce qu'on soit sûr que, voilà, que l'équipe elle est rodée, elle est suffisamment, elle a la willingness de prendre un engagement supérieur. Et à ce moment-là, on peut le faire. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui par rapport à ces best pratiques entre Scrum Facts et Scrum Acts. Et puis si vous avez des questions, on est là pour répondre. Ok, bah, écoute, merci, merci Mehdi pour cette présentation. C'est-à-dire qui prend ses sources dans notre collaboration avec nos clients et sans langue de bois, de voir. C'est du très concret. Alors, je vais juste, j'ai pas eu le temps de faire l'introduction. Enfin, vous aller de suite sur la présentation en quelques mots. Vous présenter GoInDev pour ceux qui ne nous connaissent pas, même si j'ai reconnu plutôt pas mal de nos clients. Nous, on est une ESN qui est présente à Paris, à Rabat.
et qui a aussi justement une présence localement près de nos clients et des capacités de développement nearshore, basées à Rabat. Et la combinaison cette combinaison de ces deux capacités nous permet de couvrir l'ensemble des compétences techniques, méthodologiques qu'on vient de voir avec Mardi et métiers aussi, pour délivrer les projets profil de nos clients, bien sûr, et avec cela, avec aussi et ça c'est appréciable, un excellent rapport qualité-prix. Voilà, et on est très présent dans les secteurs de la finance, de l'assurance, de la santé et d'autres. Alors, avant de prendre vos questions qui ont dû s'afficher, je pense, certaines dans le Teams, dans le chat, on va juste vous prendre 30 secondes pour répondre à une enquête satisfaction à chaud. Voilà, parce on a l'objectif d'organiser tous les mois des webinars. Donc, que ce soit sur la forme ou sur le fond, votre tour est très intéressant pour construire ces futurs webinars. Alors, je crois que c'est toi, Rada, qui est l'organisatrice qui doit nous mettre à disposition ce questionnaire. Et c'est déjà fait, c'est dans le chat. C'est dans le chat. Voilà, donc si vous pouvez se prendre une petite minute pour répondre, et après on va prendre en charge déjà les questions qui sont accumulées, quoi. C'est bon, tout le monde a vu le lien dans la conversation, c'est ça, Rada? Ouais. Voilà, cliquez sur le lien, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, c'est dans le chat. Oui, il y a 2 questions, hein, donc c'est assez rapide. Mais n'hésitez pas aussi sur les commentaires, c'est toujours bien d'avoir un peu du qualitatif, quoi. Ça y est, je crois que c'est bon. Alors, c'est le cas, on va passer aux questions. Alors, qui pose ces questions? Je crois que c'est peut-être Najwa qui avait fait la synthèse. Tu peux poser la question, Najwa? Ou sinon, je l'ai ou Rada, mais ok. Alors, écoutez, je me jette à l'eau. Alors, on a une question. Allez-y. On a une question qui est: quels sont les meilleurs conseils pour gérer les attentes des parties prenantes tout en protégeant l'équipe des interruptions fréquentes? Et on a une autre question: quels sont les principaux défis que les entreprises rencontrent lorsqu'elles adoptent Scrum pour la première fois? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être qu'on va On répondre commence à peut-être à l'ensemble. les citer dans l'ordre. S'il y a d'autres, Ouais, on complétera. Enfin, si tu arrives à en réunir plusieurs parce qu'elles ont le même, c'est ça. elles vont avoir la même réponse, ça serait effectivement plus efficace. Mais je laisse répondre à Mehdi, ouais. Et on a une autre qui: comment Scrum peut-il aider à améliorer la collaboration et la communication au sein d'une équipe? Quels sont les principaux défis que les entreprises rencontrent lorsqu'elles adoptent le Scrum pour la première fois? Donc on a 2 qui sont un peu similaires. On va attendre quelques secondes encore et on prendra ces questions-là. Alors, je vais commencer par la première qui concerne les interruptions, fréquentes. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive, très souvent dans les sprints, c'est qu'on a les urgences qui arrivent. Moi, j'ai vu deux solutions, on va dire, globalement dans les adoptions chez les différents partenaires. Donc, la première, c'est soit on adopte une manière de laisser, parce que ce sont des entreprises qui ont souvent des urgences et qui vont devoir accepter cette suragilité. Donc, on va laisser au sprint planning un buffer, une marge de quelques points pour la gestion des urgences dans le sprint planning.
Et à ce moment-là, à chaque fois qu'on ait quelque chose qui vient en tant qu'urgence, eh ben, c'est une tâche qui est visible dans le board du sprint. Donc, il va intégrer le sprint, même si elle ne fait pas partie de l'objectif en soi du sprint. Mais on utilise des types de, soit des stories techniques, soit des issues, pour pouvoir répondre à des sujets qui ne sont pas forcément planifiés durant le sprint. Et ça, pour moi, c'est une pratique qui est adoptée par les organisations qui veulent toujours répondre à des situations d'urgence et qui vont dire, voilà, moi, mon contexte, il est comme ça. Et il ne faut pas être dogmatique pour se dire, ouais, non, ne jamais intégrer du travail supplémentaire durant le sprint. C'est des contextes qui vont exiger cela. Et deuxième élément de solution, eh ben c'est cette discipline de se dire, on a des équipes qui sont rodées pour travailler dans le cadre de Scrum. Donc pour ces équipes-là, on ne travaille qu'en méthodologie avec un sprint planning. Et donc ce qui va intégrer le sprint planning ne va pas être, on va dire, perturbé par autre chose. Et dans les organisations, on va toujours garder des ressources qui ne vont pas rentrer forcément dans des équipes Scrum et qui vont rester pour gérer les urgences. Et là, on est vraiment ferme. Un sprint, c'est un sprint. On n'intègre rien dans le sprint si jamais ça n'a pas été planifié. Donc ça, c'est pour répondre à une première question. Il y a aussi une question par rapport au défi des organisations qui vont adopter le Scrum pour la première fois. Je pense que le premier sujet, c'est d'identifier les ressources internes qui peuvent jouer le rôle de Scrum Master et d'investir en formation pour ces ressources. Si jamais on compte internaliser la partie Scrum, et à ce moment-là, il faut d'abord commencer par des formations, il y a des certifications, et en tout cas, pendant les 2 premières années du Scrum dans une entreprise, ou à minima pendant la première année, il faut qu'on ait un Scrum Master professionnel qui dispose d'une certification. Pourquoi? Parce que l'accompagnement va dépendre de cette ressource particulière. Donc ça, c'est le challenge. Pourquoi? Parce que c'est très difficile, il y a de la conduite de changement à faire. Il y a un changement organisationnel très profond que le Scrum va exiger. Et donc, pour ce défi-là, il faut qu'il y ait des ressources qui sont formées et préparées pour cela. Euh, Alors, pour les certifications de Scrum, il y en a plusieurs. C'est une question qui a été posée par Nandine. Donc, il y a plusieurs types de certifications de Scrum. On pourra les partager avec vous plus tard. Et ça se passe aussi par niveau. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, en termes de Scrum, il y a beaucoup d'évolutions. La dernière fois, on a eu un échange en interne où quelques personnes nous ont parlé un peu de la méthodologie SAFe. Et plus on avance, plus on va trouver des certifications poussées. De toutes les manières, on pourra partager ça avec vous dans le chat sur 2 ou 3 certifications possibles pour la partie Scrum. Voilà, je pense que j'ai répondu aux questions, en tout cas regroupées. D'accord. Bon, bah, écoutez, on a fait le tour des questions, du coup. Voilà, il y a Walid qui vient de Ah partager oui, avec ah vous oui. les Ah bah Walid certificats. a déjà fait le travail. Merci. Super, belle collaboration. Donc, il nous a partagé les certifications. Ok, bien écoutez, je crois que on a bien tenu le planning là. Merci Mehdi pour tes interventions. Donc bien sûr, on va vous mettre à disposition le replay de cette présentation. Et puis, bien sûr aussi, on sera ravi de vous accompagner dans vos enjeux liés à la mise en place ou l'amélioration d'une démarche Scrum liée à une méthodologie, à la méthodologie agile. Voilà. Bah, écoutez, merci encore et bonne fin de journée à tous. À Merci, à bientôt. Merci plus. Mehdi, Salut. merci Merci, Pascal. merci Mehdi. Salut. Au revoir.